Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons Dr. Selim Rached. Il parlera de filarios. Il est professeur à l'Université de Montréal et professeur adjoint au Centre pour maladies tropicales à McGill. Il travaille également au Bénin et a écrit un manuel sur les maladies tropicales. Donc, bienvenue, merci. Merci Amanda, bonjour tout le monde. Alors, je vais parler plus de la fièvre comme et qu'est-ce que un peu la fièvre comme un syndrome plutôt qu'une entité particulière. Donc, c'est tiré d'un cours que je donne aux étudiants en médecine ici à l'Université de Montréal. Et donc, je ne parlerai pas de filariose, mais je vais plus parler de fièvre aujourd'hui parce que l'équipe de New York m'ont dit que je pouvais choisir un autre sujet si on avait parlé de la filariose il n'y a pas trop longtemps. Et ce qui me semble le cas. Alors, on va juste faire une petite vignette clinique. Alors, je vais vous faire voyager un petit peu. Vous êtes au Bénin, c'est la saison pluvieuse. Donc ça, c'est comme une petite vignette. Donc je vais vous demander un peu c'est quoi le diagnostic, puis qu'est-ce que vous feriez pour le prouver. Donc c'est un garçon de 7 ans parce qu'il fait de la fièvre depuis 3 jours. Il vomit et il a une baisse de l'appétit. À l'examen, il respire vite, il est pâle, il a une splénomégalie de 2 cm sous le rebord costal. Alors, qu'est-ce que vous en pensez face à un cas comme ça? Donc, je vous donne la parole. Vous avez une idée de ce que ça peut être? Si vous étiez en Afrique, en zone rurale, il pleut, l'enfant fait de la fièvre, il a une splénomégalie. À quoi il faudra penser en premier? Bon, on va voir après le cours. Je suis sûr que vous allez trouver la réponse. Bon, ça c'est un autre cas. Vous êtes au Vietnam ou à Port-au-Prince. Puis il y a un garçon de 7 ans qui consulte parce qu'il fait de la fièvre depuis 6 jours. Il vomit, baisse de l'appétit et il a une éruption. Il respire vite, il est pâle, il a les extrémités froides et son pouls est faible et filant. Il a aussi une splénomégalie de 2 cm sous le rebord costal. À quoi vous pensez avec un tableau comme ça? Je vous donne la parole. Bon, on va aller chez vous. Là, on est en Haïti. C'est la saison sèche. Il y a un garçon de 7 ans encore qui consulte parce qu'il fait de la fièvre depuis 8 jours et il vomit. Il a un peu de diarrhée, il a une baisse de l'appétit, il a mal au ventre et il a une petite éruption sur l'abdomen. Il respire normalement, il a l'air un peu absent, il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour son environnement, il est bien coloré. Il a aussi une splénomégalie et le foie est légèrement augmenté de volume. Alors, je vous demande qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous feriez pour prouver votre diagnostic. J'ai pas compris malheureusement, c'était coupé le son. Bon, donc, alors, en général, la fièvre, c'est quelque chose qu'on rencontre souvent en consultation. On peut la mesurer de différentes façons. En fait, la meilleure façon, c'est la température rectale chez les enfants, buccale, on prend l'axillaire. La tympanique, c'est pas très fiable parce que ça peut beaucoup varier, même d'une oreille à l'autre.
Alors, la fièvre, c'est bien de la caractériser comme si c'est une fièvre isolée ou une fièvre associée ou à un syndrome, comme on va voir tout à l'heure. Donc, il y a la fièvre isolée. Ça, on sait que la malaria, c'est vraiment une des grandes causes de fièvre. Et souvent, ça va être une fièvre isolée. Euh, donc, l'autre chose qui est importante, c'est d'essayer de caractériser la fièvre selon la période d'incubation. Euh, ça s'applique plus aux voyageurs. Hein. Donc, si par exemple quelqu'un voyage, donc les gens qui voyagent en Haïti aussi, il y en a, vous allez les rencontrer de temps en temps. C'est important de demander dans votre questionnaire s'il y a un voyage récent et vous pouvez à ce moment-là voir combien de temps après le voyage les symptômes ont commencé. Donc, on a des maladies à incubation courte. On a des maladies à incubation intermédiaire, donc de 10 jours à 3 mois, et des incubations longues de 3 mois, et ça va nous orienter un peu vers pour le diagnostic. L'autre chose aussi, la fièvre peut être récurrente, donc par exemple avec la malaria, dans le cas de falciparum, il n'y a pas vraiment d'épisode de fièvre tierce ou quarte. La fièvre typhoïde peut être récurrente, la leptospirose, la fièvre Q, le VIH, la borréliose, la brucellose, la tuberculose, donc peuvent donner des fièvres qui vont s'arrêter et reprendre. Ici sur le frottis, on a une image d'une borréliose. Je ne pense pas qu'il y en ait en Haïti. Mais si vous avez quelqu'un qui revient d'Afrique ou de l'Afrique du Nord, donc c'est quelque chose qu'il faut évoquer. Alors, la température, elle peut être isolée ou elle peut être avec symptômes respiratoires. Donc, à ce moment-là, on va penser à une infection respiratoire aiguë. On peut avoir aussi une température avec un tableau neurologique. Il peut y avoir aussi une température avec un tableau digestif. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que les vomissements, par exemple, sont très peu spécifiques. Donc, il peut y en avoir avec une gastroentérite, donc on vomit, on a la diarrhée, mais il peut y en avoir aussi avec le paludisme, donc la malaria. Quand on a une bonne infection au niveau du système nerveux central aussi, on peut vomir, une infection urinaire, une appendicite, donc une pathologie chirurgicale, ou toute infection sévère avec toxicité. Bon, pour les infections urinaires, je pense qu'on va passer. Et il peut y avoir aussi, quand on a quelqu'un qui se présente avec une fièvre, il peut y avoir une éruption. Alors, on a ici un enfant qui a une méningococcémie. Donc, vous voyez que au début de la maladie, l'éruption est peu spécifique. Donc, on a des macules rouges, éparses. Donc, ça, c'est précoce. Et quand la maladie avance, là, on a le purpura important. Et là, c'est le tableau catastrophique de la méningococcémie avec les gangrènes et la septicémie, le choc septique. Et ici, on a les surrénales qui sont hémorragiques. Donc, c'est une maladie qui est très prévalente en Afrique pour les souches ACYW135. En Haïti, imagine que vous avez des cas de méningite ou de méningococcémie, peut-être pas avec les mêmes souches africaines, mais il faut les garder évidemment à l'esprit. L'autre chose, c'est on peut avoir des signes localisateurs, par exemple la rougeur de l'œil. Donc, si on a une histoire de fièvre avec une histoire d'exposition avec de l'eau douce, donc on doit évoquer la leptospirose. Et ici, on voit dans un pays d'Asie
des gens qui pataugent avec l'eau dans la rue, c'est probablement, il y a eu une inondation. L'inondation fait sortir l'eau des égouts, et dans l'eau des égouts, il y a des rats, et ces rats-là peuvent être porteurs du leptospire dans leur rein et l'excréter dans les urines. Alors, le contact avec l'eau douce peut amener une leptospirose, et un des symptômes de la leptospirose, en plus de la fièvre, c'est qu'ils vont avoir une injection conjonctivale. Donc, la leptospirose, je vais en parler brièvement, ça va donner un tableau de fièvre, de frissons, de céphalées, qui vont être la phase septicémique. Donc là, l'organisme est dans le sang. Il va y avoir des manifestations, comme j'ai dit, un peu plus spécifiques, comme la suffusion conjonctivale ou l'injection conjonctivale sans écoulement purulent, des myalgies du mollet et de la région lombaire. Donc, ça peut ressembler à la dengue, mais il faut vraiment se dire, il y a un contexte d'inondation, il y a des égouts qui sont sortis de leurs tuyaux, et des gens ou alors il y a un contact de baignade ou de travail avec de l'eau douce. Donc pensez à la leptospirose. Après la phase septicémique qui dure environ une semaine, il va y avoir la phase immun. La phase immun, là, il n'y a pas de réponse aux antibiotiques. On a un tableau de fièvre avec méningite aseptique et uvéite. Et parmi ces personnes, entre 5 et 10%, ils vont faire la maladie sévère, donc le fameux syndrome de Weil, qui est un syndrome hépato-rénal, donc une atteinte sévère du foie et des reins avec insuffisance rénale, insuffisance hépatique, et des hémorragies pulmonaires, donc avec arythmie cardiaque et collapsus, avec quand même une létalité de 5 à 15%. Mais si on a une hémorragie pulmonaire, la létalité va augmenter à 50%. Et ça peut arriver chez des jeunes personnes qui n'ont pas nécessairement un terrain qui est malade, donc ce n'est pas nécessairement des diabétiques ou autres qui vont faire cette maladie. Et avec la leptospirose, il y a quand même des personnes qui vont faire une infection asymptomatique, comme l'a démontré la séroconversion fréquente. Alors ici, c'est pour vous montrer les fièvres avec éruption. Donc, ça, c'est un enfant qui a une langue fraise, ensuite la langue framboise, et une fois que les papilles ont desquamé, donc on va avoir la langue nue, sans ses papilles, qui a l'air d'une framboise. Et on a ici l'éruption typique, avec accentuation aux aines et aux aisselles, et on a les lignes de Pastia au niveau des plis, et l'éruption est décrite comme en papier sablé. Ça, c'est la 5e maladie, donc l'érythème infectieux, avec les joues rouges, donc on appelle ça un slap cheek disease. Peut-être ça va être plus difficile à voir sur peau noire foncée, mais peut-être sur une peau plus claire, on va pouvoir le voir, causé par le parvovirus. Et on a ici une image de rougeole. Donc on a l'éruption morbidiforme, qui sont des petits, plein de petits boutons qui sont regroupés, hein, et dans la bouche, on a les fameuses taches de Koplik, qui sont des petits exudats blancs entourés de rouge sur les muqueuses de la joue. Ça, c'est quelque chose que peut-être vous avez beaucoup plus en Haïti. Donc, l'éruption de la fièvre dengue. Donc, ça, c'est l'éruption du 5e jour, donc vers la fin de la dengue, parce qu'avec la dengue, comme on va le voir, on a 2 éruptions, une qui est maculaire au 3e jour, puis l'autre qui apparaît lors de la défervescence, qui est plus comme une érythrodermie, et ce qui est très typique, pratiquement pathognomonique, c'est un érythème diffus avec les îlots de peau qui sont épargnés.
Et à droite, complètement, c'est l'éruption qui est moins spécifique de la chikungunya. Bon, les rickettsioses, j'ai essayé de voir s'il y avait des rickettsioses en Haïti. Il n'y en a pas. Nous, ici, ou chez les voyageurs qui viendront chez vous de pays endémiques, l'ESCAR va nous mettre sur le diagnostic de cette maladie. Et donc, on va en revenir. Donc, les causes de la fièvre du voyageur, ou bon, quand quelqu'un se présente avec une fièvre chez vous, il y a la malaria, donc c'est une des premières causes. Et puis, comme j'ai expliqué, les incubations, mais ça c'est plus pour les gens qui travaillent avec des gens qui voyagent, qui leur permettent d'avoir une incubation de l'apparition des symptômes à la suite du voyage. Et donc la malaria, il y a falciparum. De ce que j'ai pu voir en Haïti, le vivax, je pense le dernier cas, a été décrit en 1985, donc il n'y a que du falciparum chez vous. Et puis, l'enfant aussi qui fait la fièvre peut se présenter avec un tableau neurologique et c'est des cas plus difficiles et l'étiologie du coma va varier des régions. Par exemple, en Afrique, évidemment, c'est la malaria. En Égypte, comme les gens se marient beaucoup entre cousins, ça va être des comas métaboliques. En Inde, il va y avoir les encéphalites. Puis, au Pakistan et en Nouvelle-Guinée, ça va être plutôt la méningite bactérienne qui est suivie de la malaria cérébrale. En Haïti, je n'ai pas vu de données là-dessus, mais j'ai l'impression que peut-être la méningite vient en premier lieu comme cause de malaria, peut-être suivie par les encéphalites virales et à la fin, on pourrait avoir quelques cas de malaria sévère. L'autre chose, c'est que des fois, on a une étiologie et on attribue tous les cas à cette étiologie-là, on peut avoir des surprises. Par exemple, au Malawi, il y avait 12% des cas d'encéphalopathie qui étaient attribués au paludisme. À l'autopsie, on a retrouvé la rage. Et j'ai lu quand même qu'en Haïti, il y a beaucoup de cas de rage. Je pense que parmi les pays d'Amérique, c'est là où il y en a le plus. Alors, donc, ça, c'est des maladies qui sont plus fréquentes au niveau de l'Asie. La maladie de Chagas, normalement, à moins que les personnes voyagent chez les voisins d'Amérique du Sud et centrale, vous en aurez pas, mais il faut l'évoquer chez quelqu'un qui revient avec de la fièvre. Puis, il y a aussi des virus qui sont associés aux rats et aux animaux. Par exemple, il y a la fièvre Q, la brucellose, la tularemie, la psittacose, et que vous pouvez quand même avoir de temps en temps chez vous. L'ingestion de lait non pasteurisé, donc il faut penser aux salmonelles ou à la brucellose, et la tuberculose bovine, évidemment. La viande d'animal non cuite, il y a la trichinose, il y a la toxoplasmose, et des fois ça peut causer le E. coli entéro-hémorragique. Et la consommation de cresson, d'eau douce, en particulier ça peut causer la fasciolase, et Haïti est un pays endémique pour la fasciolase. Donc, quand quelqu'un vient avec un tableau fébrile, évidemment, il ne faut pas juste dire c'est un virus, il faut vraiment essayer de faire un bon questionnaire, demander quand ça a commencé, c'est quoi les symptômes, c'est quoi l'évolution, c'est quoi les contacts avec des animaux ou en zone rurale, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont eu l'infection.
et l'état général, etc., pour pouvoir préciser un peu plus le diagnostic. Donc le questionnaire et l'examen physique, quand on a un syndrome fébrile, sont vraiment très, très importants. Alors, ça, ce sont des séries de personnes qui reviennent avec de la fièvre des pays endémiques, et on voit quand même que le plus souvent, c'est le paludisme. On a la dengue ici, qui est certainement dans les études anciennes sous-estimée. Et puis en Haïti, il y a eu vraiment des grosses épidémies de dengue et de chikungunya, et probablement qu'il y a maintenant le Zika, je pense, chez vous. Donc, on a la fièvre typhoïde. Donc, la fièvre typhoïde aussi, c'est quelque chose qu'on va retrouver beaucoup chez vous. Et l'amibiase. Donc, ça, je ne connais pas l'épidémiologie de l'amibiase à Entamoeba histolytica chez vous, mais c'est quand même une cause plus rare, mais à laquelle il faut penser, surtout si on a une atteinte au niveau du foie. Il y a les causes, il y a toutes les causes comme les hépatites, le VIH, la tuberculose, les infections respiratoires, et on va revenir là-dessus. Alors, ça c'est une étude qui a eu lieu en Haïti, donc qui a été faite en 2012, puis je pense que c'était à Léogane, donc ils ont étudié les cas qui se sont présentés là pendant une certaine période, et ils ont eu 2800 consultations, et environ la moitié avaient une maladie infectieuse, et parmi eux, donc, il y en avait 255 qui avaient une fièvre, donc une présentation, un tableau de fièvre indifférencié, donc une espèce de fièvre un peu isolée, et quand même, donc les causes il y a eu 76 cas, donc à peu près un tiers des cas des fièvres qui étaient causées par la Plasmodium falciparum, donc le paludisme, et dont 3 avaient une forme sévère. Alors ici, on a le tableau qui montre les causes de maladies infectieuses en Haïti. Donc, une des premières, c'est les infections du tractus respiratoire. Il y a aussi les maladies transmises sexuellement, et d'autres moins fréquentes. Donc, les 3 syndromes les plus fréquents à Léogane, c'était en termes de maladies infectieuses, donc les infections des voies respiratoires supérieures, donc pour un tiers des cas. Donc, c'est quelque chose qu'on voit ici aussi chez nous. Une des premières causes de consultation pour fièvre, ce sont nos IVRS. Il y a les suspicions d'infections transmises sexuellement. C'était une autre cause de consultation pour maladies infectieuses à Léogane, qui était diagnostiquée plus par l'approche syndromique, et l'infection de la peau et des tissus mous, qui était d'environ 12,8%. Alors, parmi les infections des voies respiratoires, c'est surtout les supérieures. Donc, les rhumes, les mal de gorge, les toux, les IVRS, des voies respiratoires supérieures, et seulement un 3% qui viennent des voies respiratoires inférieures. Celles-ci ont plus souvent besoin d'un traitement aux antibiotiques. Et pour la peau, donc c'est beaucoup de tinea capitis et des infections de peau à staphylocoque, à streptocoque, comme on voit souvent avec les piqûres d'insectes surinfectés ou des plaies surinfectées. Et les autres cas qu'ils ont eu à Léogane, donc ils ont eu parmi les 2821 cas, quand même 19 cas de VIH, 13 cas de filariose, 6 cas de dengue, mais l'auteur disait que probablement qu'il y en a beaucoup plus, mais leur moyen diagnostic, qui se basait sur la recherche d'anticorps, n'était pas assez sensible. Et puis, il y avait aussi
4 cas d'oreillons d'enfants qui n'étaient pas vaccinés et ils ont suspecté 3 cas de choléra parce que au moment où l'étude a été faite, c'était peu de temps après l'éclosion de choléra. Et ils se sont étonnés qu'ils avaient juste 80 cas d'infection gastro-intestinale. Puis l'article a indiqué aussi que la rage était parmi les prévalences les plus élevées d'Amérique. J'ai pas trouvé énormément d'articles qui décrivent les causes de fièvre en Haïti. Bon, il y a cette étude qui a été faite par une équipe en 2017 qui ont regardé la sérologie pour voir si le virus du Nil-Ouest était un peu fréquent en Haïti. Donc, ils ont regardé la sérologie pour la dengue et pour le virus du Nil-Ouest. Et ce qu'ils ont trouvé, donc, il y avait une prévalence quand même extrêmement élevée de dengue, jusqu'à 72%. Par contre, la prévalence du virus du Nil-Ouest n'était que de 1%. Donc, assez faible. Donc, quand vous avez un cas de fièvre, il faut vraiment faire un examen méticuleux, vérifier pour les signes méningés, pour la méningoencéphalite, voir s'il y a un ictère, voir s'il y a la conjonctivite, voir s'il y a des pâleurs des muqueuses, la bouche, le cou, le cœur, et le poumon, rate, foie, les organes génitaux et la peau, partout. Donc, il faut vraiment bien examiner le patient. Et donc, il y a des pathologies qui sont graves, qui nécessitent un traitement immédiat. Puis, il y en a d'autres qui peuvent se transmettre de personne à personne. Et on a évidemment nos petits IVRS, nos influenza, qui sont aussi une cause importante de fièvre. Alors, la malaria, c'est important de la reconnaître parce que la mortalité est très élevée et le pronostic peut changer si on retarde le traitement de quelques heures seulement. Donc, en général, dans les zones endémiques, tout patient qui est fébrile, on doit d'abord penser à la malaria en faisant un frottis puis une goutte épaisse ou un test rapide immédiatement, et on doit avoir le résultat immédiatement. Et nous, ce qu'on dit ici, c'est que si vous suspectez que la personne a peut-être une malaria et vous n'êtes pas capable d'avoir un diagnostic pour l'exclure et le test est immédiat, vous devez le traiter empiriquement en attendant de le prouver ou de l'exclure, étant donné la mortalité associée. Donc, je vais rapidement parler de malaria. Donc, vous savez que c'est transmis par un moustique, qu'il y a beaucoup de morts, il y a plusieurs espèces, sauf que c'est falciparum qui est prévalent en Haïti. Le cycle, c'est transmis par le moustique et il y a un cycle au niveau du foie qu'on appelle le cycle pré-érythrocytaire. Ensuite, il y a les schizontes hépatiques qui vont éclater, qui vont libérer des mérozoïdes qui vont aller infecter les globules rouges. Et à l'intérieur du globule rouge, le tropozoïde va maturer, se transformer en schizonte, rupturer. Et les schizontes rupturées vont libérer des mérozoïdes qui vont infecter d'autres globules rouges. Et on va recommencer ces cycles pendant la maladie. Il y a aussi des cellules sexuées qui vont être ingérées par le moustique et qui vont permettre au moustique de transmettre l'infection à d'autres individus. Donc, en général, c'est l'anophèle qui pique, et elle pique plutôt la nuit ou en soirée. Elle a besoin d'eau pour se multiplier. Et ça, c'est pour vous montrer quand un moustique est infecté, il peut être vraiment infecté. Donc ça, ce sont des zoocystes qui tapissent la paroi extérieure de l'estomac de l'anophèle, et chacun de ces zoocystes est farci
de sporozoïdes, comme vous pouvez le voir. Donc, vous voyez que quand il y a un moustique qui est infecté, il peut vraiment transmettre énormément la maladie. Dans le cas de Ovalee et Vivax, il y a les formes qui dorment dans le foie, donc les hypnozoïdes. Par exemple, au Mexique, la première cause de malaria là-bas, c'est plutôt le Vivax, et eux peuvent faire des rechutes des mois ou des années après l'infection. Tandis qu'avec falciparum et Nolwesi et malarié, on a ce qu'on appelle des recrudescences, c'est-à-dire qu'il y a des individus qui vont, à force d'attraper la malaria, il va y avoir une parasitémie subclinique, et de temps en temps, cette parasitémie subclinique va s'élever et donner un tableau fébrile avec céphalée, qui en général n'est pas grave. Alors on voit ça avec falciparum, mais seulement chez les individus qui sont exposés de façon chronique et répétée sur des années. Bon, ça c'est la distribution. Nolwesi et malarié peut nous jouer un tour parce que Nolwesi ressemble à malarié, qui est une forme, malarié c'est une des formes de malaria les plus bénignes. On s'en servait d'ailleurs dans le temps pour soigner la syphilis, donc on injectait la malariée pour faire monter la fièvre parce que le spirochète de la syphilis est sensible à la température et ne donne jamais de forme grave. Alors Nolwesi, qui est une nouvelle malaria qu'on voit seulement en Asie, ressemble à malarié et elle, par contre, peut donner des formes aussi graves que falciparum. Alors, ce qu'il faut se rappeler avec falciparum, c'est que les globules rouges qui sont parasités vont adhérer à l'endothélium des vaisseaux et les boucher et donner des dysfonctions d'organes importantes. C'est d'ailleurs l'explication de la malaria cérébrale. Il y a aussi, donc, je vais revenir là-dessus. Bon, je veux parler des formes. Ok. Alors, l'anémie falciforme, surtout le trait, va protéger contre la malaria sévère. Donc, les gens qui sont le trait falciforme vont être infectés aussi souvent que ceux qui n'ont pas le trait, mais par contre, ils n'auront pas les formes graves de la malaria. Les formes homozygotes, par contre, s'ils attrapent la malaria, ça peut déclencher la mort parce qu'ils vont hémolyser le peu de sang qu'ils ont, et puis ils vont faire une insuffisance cardiaque secondaire à l'anémie. Alors, la malaria, il y a l'accès fébrile simple, qui est de la fièvre. Ça ressemble à une influenza, à une fièvre dingue. Et il y a les formes graves de la malaria. Donc, on va passer rapidement. Donc, c'est la malaria cérébrale qui altère et assombrit le pronostic. Il y a aussi l'hypoglycémie, l'acidose, l'anémie très sévère. Donc, on peut passer d'une hémoglobine de 100 à une hémoglobine de 20-30 en l'espace de 1 à 2 jours. Il y a l'insuffisance respiratoire avec le syndrome d'ARDS, l'insuffisance rénale et la rupture splénique. La présentation du patient, ça va être de la fièvre avec une hépatosplénomégalie, ou alors, quand on a les formes graves, il va y avoir l'ictère, il va y avoir l'hématurie, l'atteinte neurologique, la détresse respiratoire. Ici, c'est pour vous montrer un fond d'œil. Vous voyez les vaisseaux qui normalement sont rouges comme ici, ils sont blancs parce que les vaisseaux, il y a une hypoperfusion, donc parce que les vaisseaux sont bloqués ou plugués par les globules rouges qui adhèrent à l'endothélium et qui empêchent la circulation du sang. Donc on le voit ici de façon assez claire. Donc ça c'est assez spécifique, mais pas complètement spécifique de la malaria. Alors le diagnostic, c'est les tests rapides et les gouttes épaisses. Le traitement doit être amorcé rapidement. Donc nous, en général, on utilise l'artésunate intraveineuse parce qu'elle agit très 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 vite. La quinine, c'était avant notre premier choix, maintenant c'est devenu notre deuxième choix. Et on utilise la quinine si on n'a pas
d'artésunate. L'artésunate est une molécule formidable, elle agit vraiment très vite et il y a une plus grande efficacité que la quinine. Donc, si vous avez des malarias, ce serait vraiment important que vous ayez l'artésunate comme premier choix pour une malaria sévère. En Haïti, comme il n'y a pas de résistance, donc vous pouvez, pour une malaria non sévère, vous pouvez utiliser la chloroquine. Et donc ici, c'est le tableau des traitements selon la résistance. Donc en Haïti, c'est médicament de choix chloroquine et par voie parentérale, on avait dit que c'était l'artésunate, sinon la quinine. Il y a les dérivés d'artéméter, d'artémisinine, qu'on utilise beaucoup en Afrique, et heureusement qu'on les a parce que c'est vraiment, le problème de résistance est un gros problème, et, actuellement, donc on va toujours traiter avec une bithérapie pour éviter l'émergence de résistance. Voilà, alors il y a le traitement pour enlever les formes du foie, les hypnozoïdes du foie. Par exemple, si quelqu'un a un Livax qui revient du Mexique avec ça, c'est seulement la primaquine qui va être utilisée. Et la primaquine, il faut toujours vérifier avant s'il y a une déficience en G6PD parce que c'est un médicament qui est fortement oxydant et il peut faire déclencher une hémolyse importante. On dit que la forme, la variante, si vous voulez, de déficience en G6PD chez les gens d'origine africaine est la moins sévère que la variante méditerranéenne ou asiatique, mais il faut être prudent et donner la primaquine avec un dosage au préalable de G6PD et le diriger vers un hémato ou quelqu'un qui est habitué de donner la primaquine dans un contexte de G6PD. Alors, il faut les admettre aux soins intensifs, cathéters, urinaires, mettre un tube endogastrique pour éviter qu'ils s'aspirent, les dosages excréta, et on traite les convulsions. Les corticostéroïdes n'ont pas de place avec la malaria cérébrale. L'anémie sévère, on va les transfuser. L'hypoglycémie, il faut vraiment surveiller la glycémie aux 4 heures chez ces enfants-là parce que l'hypoglycémie est fréquente et d'ailleurs elle est d'un signe de pronostic qui est moins bon. Et l'autre précaution, c'est que quand on réhydrate les cas de malaria sévère, il faut faire attention parce qu'ils ont tendance à faire facilement des édèmes pulmonaires. Donc, on les réhydrate en faisant attention. Ce n'est pas comme dans un choc septique. On y va plus doucement. L'insuffisance rénale, l'édème pulmonaire. Donc, on va donner l'oxygène, on va les intuber ou les mettre sous CPAP. On peut aussi, pour réduire la surcharge, donner des diurétiques. Et faire attention, quand on a une malaria sévère, des fois, ils ont tendance à avoir une septicémie concomitante. Donc, quand on a un tableau gravissime, c'est mieux de les couvrir avec des antibiotiques. Voilà. Donc, c'est ensuite, pour la prévention, je vais juste dire qu'il faut utiliser la moustiquaire, surtout imprégnée. Et puis, voilà. Alors, je vais parler maintenant peut-être de la dengue. Je pense que vous êtes assez familier. Excusez-moi. Donc, la dengue, donc je pense que vous avez beaucoup eu de cas chez vous. Et puis, je veux juste parler un petit peu de la
la dengue, ce qu'il faut surveiller, c'est les dengues avec choc, les dengues sévères et hémorragie. Donc, surveiller pour les signes de gravité. Donc, les signes de gravité, c'est un individu qui va développer une douleur abdominale intense, des vomissements persistants, des saignements, un foie qui augmente de taille et surtout, on va avoir l'augmentation de l'hématocrite et une chute concomitante des plaquettes. Donc ce sont des signes d'alerte qui vont nous dire que peut-être on va faire une forme sévère de la dengue. Et donc ça, ce sont les éruptions que je vous ai montrées tout à l'heure, qui sont associées. Ça, c'est moi-même quand j'ai attrapé le Zika en Afrique. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est un peu particulier à la dengue, c'est que pendant 24 heures, il y a un répit et la fièvre va reprendre avec des manifestations. Et donc la forme grave va apparaître surtout au moment de la défervescence de la fièvre. Et voilà, alors juste dire quelques mots sur, ce sont les images des éruptions, de l'hémorragie, de l'érythème palmaire, et là on a les formes graves de la dengue avec un tableau hémorragique, saignement digestif, des hématomes importants, des saignements des gencives qui sont associés donc à la dengue sévère. Il y a le choc qui est beaucoup plus fréquent que l'hémorragie. Et souvent l'hémorragie va être déclenchée par un état de choc hypovolémique. Donc on dit en général que la dengue va survenir chez les enfants, les dengues sévères, et surtout s'ils ont attrapé une dengue au préalable, à moins qu'ils soient des nourrissons qui ont des anticorps de la maman qui ont été transmis passivement pendant la grossesse et qui vont, si l'infection qu'ils attrapent est une autre souche, ça va faire un mécanisme d'anticorps non neutralisants qui vont permettre l'entrée des virus à l'intérieur des cellules, de se multiplier et de développer une forte charge virale qui est associée aux formes sévères de la dengue. Donc il y a les tests rapides, je ne sais pas si vous les avez en Haïti, mais il y en a qui sont très performants et ils vont chercher l'antigène qui va être très utile dans les premiers jours de la maladie, dans les 4-5 premiers jours de la maladie, où on n'a pas encore les anticorps. Et puis, on va doser les IgG et les IgM. Les IgM donc apparaissent à partir de 5 jours lors de la primo-infection. Les IgG vont apparaître comme à peu près 8 à 10 jours après l'infection, dans la primo-infection, et ce qui va nous permettre de distinguer entre une dengue primaire et une dengue secondaire, donc une deuxième dengue, c'est que la réponse des IgG va être beaucoup plus rapide, donc on va avoir la présence d'IgG tôt dans la maladie, en même temps que l'antigène, ce qui va nous dire qu'on est en face d'une dengue secondaire, donc l'antigène positif, les IgG positifs et les IgM négatifs, ça va être l'infection secondaire. Ou alors les IgM peuvent être positifs en même temps que les IgG. Alors, dans la dengue, il y a beaucoup d'anomalies au niveau du foie et dans la forme sévère, le foie peut être fortement atteint et on a de plus en plus de causes d'encéphalite et d'atteintes neurologiques associées à la dengue, comme avec le chikungunya d'ailleurs. Voilà, alors le traitement, c'est de bien surveiller les patients, surtout pour s'assurer qu'ils ne développent pas la forme sévère. Donc, on va faire
l'hématocrit sérié, qui, on sait que comme il y a une fuite capillaire, donc le liquide va sortir des vaisseaux, mais les globules rouges vont rester et vont élever l'hématocrit. Donc, ça va nous permettre de voir l'installation d'une hémoconcentration avec la fuite capillaire et traiter le patient rapidement pour qu'on évite le choc et ses complications. Ensuite, donc ce qui est important à retenir au niveau du choc et la dengue, les volumes qu'on va donner en général ne vont pas dépasser entre 15 et 25 cc pendant la première kilo-heure, pendant la première heure, alors que dans un état de choc septique, on va monter à des volumes beaucoup plus grands, à 60 cc kilo-heure. Et c'est que dans le cas d'un choc septique, on est en vasodilatation, tandis que quand on a un choc associé à la dengue, qui est un choc hypovolémique, on va avoir un état de vasoconstriction, donc les volumes pour maintenir la circulation sont moins grands, et comme ils ont une fuite capillaire, si on surcharge les patients, ils vont facilement faire un édème pulmonaire, et surtout que l'état de fuite capillaire est quand même assez bref, en moyenne de 24 heures jusqu'à 48 heures. Alors, dès que le patient s'améliore, il faut vite réduire le débit pour éviter la surcharge. Bon, je vois qu'il est déjà 9 heures, alors je suis désolé, on a commencé un peu tard. Peut-être si on avait commencé un peu plus tôt, j'aurais eu plus de temps. La fièvre typhoïde, je pense qu'il faut vraiment y penser. C'est une maladie qui est fortement endémique en Haïti. Et puis, l'abcès abyvien du foie, je ne connais pas l'épidémiologie, donc ça fait partie des fièvres d'origine en zone tropicale. Les fièvres hémorragiques, bon, je pense que heureusement vous n'avez pas ce problème-là. Et alors ça c'est un petit peu ça c'est les fièvres pour près, mais ça vous n'avez pas, ça non plus. Le typhus, la fièvre typhoïde, vous la connaissez très bien. La chose qui est importante avec la fièvre typhoïde, c'est que plus le patient arrive tard dans la maladie, c'est-à-dire qu'au lieu de venir tôt dans la maladie, il vient tard, le pronostic est plus sévère. D'ailleurs, je pense que je vais vous montrer, pour terminer, un tableau que j'ai trouvé d'une publication en 1993 dans le bulletin de l'Organisation mondiale de la santé américaine, et ils ont revisé les cas de typhoïde à l'hôpital Albert Schweitzer entre 89 et 91. Il y avait 217 cas. Évidemment, tous avaient la fièvre. Quand même, un tableau abdominal, donc 64,1, 51,2% ont des manifestations digestives. Pas beaucoup de rate ni de foie. Il y a eu un tiers dont on n'a pas su l'issue, parce que c'est des pertes au follow-up. 60% sont guéris, et il y a quand même un 10% ou 20 personnes qui ont décédé sur les 217 cas. Et les facteurs qui étaient associés au décès, c'est une longue maladie avant la consultation et avant le diagnostic. Et l'autre chose, c'est l'atteinte neurologique associée au décès. Donc, c'est important de les consulter précocement. Et si on est en présence de symptômes du nerveux central, il faut ajouter la corticothérapie aux autres traitements. Voilà, donc je vais arrêter ici. Je peux rester avec vous avec plaisir quelques minutes si vous avez des questions.